Voilà, juste vous expliquer ce petit temps d'échange. On a un petit peu de temps avant la prochaine séance, donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de retourner en salle et d'échanger justement avec nos coordinatrices qui vont porter le travail de présenter le film qu'on a vu cet après-midi, Ghost de Tokyo, aux écoliers. Alors, en fait, le film, et donc il y a un certain voisinage, puisque le film va être proposé à la fois sur le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Les deux départements ne sont pas physiquement représentés parce qu'en Seine-Saint-Denis, ils sont dans le rush des inscriptions et un mercredi, même fin d'après-midi, c'était compliqué de se libérer. On les excuse bien, ils nous ont envoyé plein d'informations et on s'était fait des visios aussi en amont. On pourra amener dans la discussion un petit peu la façon dont ils souhaitent, dont ils ont envisagé le film et la façon de l'accompagner. Merci d'avoir spontanément répondu à notre invitation, qui est non formelle, c'est dans un cadre vraiment amical. On a pensé ce temps d'échange comme un espace supplémentaire de partage des pratiques, pour montrer comment un film programmé dans le cadre du dispositif crée une dynamique de découverte du cinéma qui lui est propre, qui se rapproche de la singularité du film lui-même, tout en participant à ouvrir la connaissance des écoliers sur le cinéma et son langage en tant qu'art. Donc, dans le cadre d'école et cinéma, rappelez que c'est une dimension d'éducation artistique de proposer les films de patrimoine et faire une place chaque année dans les programmations départementales aux films de patrimoine. Pour commencer, peut-être tout simplement vous rappeler un petit peu les définitions officielles qui sont données d'un film de patrimoine. L'expression cinéma de patrimoine désigne une œuvre audiovisuelle dont la sortie en salle date d'au moins 10 ans. Et dans la pratique de notre métier, notamment dans le cadre des dispositifs, on envisage la qualification, la reconnaissance et la valorisation des œuvres cinématographiques comme relevant du patrimoine quand leur sortie remonte à plus de 20 ans. C'est-à-dire une œuvre audiovisuelle de 2004 ou 2005 rentre dans la catégorie du patrimoine. Je vais retrouver ma petite note. Voilà. J'avais envie, par rapport à ça, de vous dire la place... quelle est la place des films de patrimoine dans les catalogues actuellement ? Si je regarde les listes 25-26, c'est pour vous montrer l'importance du patrimoine dans les dispositifs scolaires. Sur maternelle au cinéma, on a 23 programmes qui incluent des films de patrimoine sur 35, c'est-à-dire 65% du catalogue. Dans école et cinéma, 84 films ou programmes de patrimoine sur 122. On est à 68%, 68-80%. Collège au cinéma, c'est 59 films ou programmes de patrimoine sur 122, c'est-à-dire 48%. Et lycéens et apprentis au cinéma, 63 films ou programmes de patrimoine ou programmes ayant des films et des courts-métrages de patrimoine sur 119, et on est à 52%. Vous voyez donc que c'est une part importante des catalogues. On voit bien là que c'est un des objectifs qu'on ne s'était pas forcément donné au départ, mais qui est quelque chose d'important dans la découverte du cinéma qui est proposé par les films des dispositifs, c'est-à-dire de faire cette ouverture vers l'histoire du cinéma, d'embrasser le cinéma dans sa globalité et de revisiter toutes les époques du cinéma à l'occasion de ces dispositifs, et notamment en s'adressant à des jeunes publics qui vont certainement découvrir des pans du cinéma qu'ils ne connaissent pas encore. Après, ça c'est au niveau du catalogue. J'ai regardé aussi, au doigt mouillé, parce que c'est pas forcément exact. Au niveau des programmations, par exemple, d'école et cinéma sur l'année prochaine,
on note qu'il y a 210 films de patrimoine qui vont être programmés dans les départements sur l'ensemble des programmations d'écoles et cinéma de cette année. Ce qui veut dire que 210 films, sans coordination et donc à chaque fois, disons, 3 films, donc c'est un pourcentage important des programmations qui laisse comme ça une place au patrimoine et qui demande effectivement de pouvoir travailler sur cette ouverture dans le cadre d'écoles et cinéma. Je le disais tout à l'heure, le patrimoine, on dit, c'est les films de plus de 20 ans, donc 2004, ce qui veut dire, et j'en suis désolé pour ceux qui vont le prendre pour eux, que des films comme, qui ont le même âge que par exemple École et Cinéma, qui a 30 ans, des films comme Kirikou, comme L'étrange Noël de Mr. Jack, passent maintenant dans la catégorie de patrimoine, mais aussi des films comme Le Voyage de Chihiro ou Billy Elliot rejoignent également cette catégorie de patrimoine répertoire. Et ça, c'est aussi c'est quelque chose d'assez touchant parce que le but, c'est de faire vivre cette liste des dispositifs aussi dans une logique de catalogue, de films jalons de l'histoire du cinéma et de les garder sur la longueur. Et effectivement, il y a des films comme ça qu'on a accompagnés pendant 20, 30 ans dans le catalogue et qui maintenant rejoignent le patrimoine, mais en même temps sont toujours... sont toujours des œuvres aussi importantes et neuves et nouvelles pour chaque enfant et chaque enseignant aussi, qui va les découvrir souvent pour la première fois. Donc voilà pour ma petite introduction. Et puis maintenant, on va passer à Ghost de Tokyo. Choisir ce film un petit peu comme exemple. C'est vrai que Ghost de Tokyo a été précédemment dans les années 2000, pendant 10 ans dans École et Cinéma. Et puis, il s'est passé quelque chose il y a quelques années qui est le passage au numérique des salles de cinéma et donc des catalogues. Tout l'effort qui a été fait par le CNC de pouvoir numériser un certain nombre de films des catalogues pour les garder, etc., dès lors que ces catalogues continuaient à avoir un soutien des distributeurs et que les droits pouvaient être, auprès des ayants droit, pouvaient être renouvelés. Ça n'a pas été le cas de Ghost de Tokyo, qui a... à cette occasion, un petit peu été, non pas oublié, mais un petit peu disparu de la liste, parce que tout simplement, il n'y avait pas les éléments pour faire une restauration numérique. C'est maintenant le cas. Il y a eu une restauration récente des achats de droits par le distributeur Carlotta Film, et avec en plus... Autre singularité de Ghost de Tokyo, la possibilité d'ajouter une bande-son sur la copie, ce qui permet soit de passer la bande-son, soit comme cet après-midi, de retirer la bande-son pour accueillir un musicien qui interprète ce film muet. Mais en tout cas, la possibilité de proposer ce film dans toutes les salles qui participent au dispositif. Et cette possibilité était nouvelle puisque précédemment, pendant 10 ans, nous avons eu Ghost de Tokyo, mais sans aucune bande-son, c'est-à-dire dans le silence total. Et là, ça faisait un des points, peut-être supplémentaires, on en discutera, qui compliquait la possibilité de proposer ce film, parce que c'est une expérience un peu étrange de voir un film audiovisuel, de voir un film sans version sonore, et un peu dans le silence spectral de la salle de cinéma. Ça me rappelle ce fameux slogan dans les salles obscures, personne ne vous entendra crier. Donc c'est un petit peu ça, quoi. Voilà, il y avait quelque chose comme ça. J'aurai l'occasion, puisque j'ai suivi ce film dans ces conditions-là, de vous dire que finalement, le son, c'était celui des spectateurs qui réagissaient au film, et qu'on a retrouvé quand même un petit peu de cette dimension vivante et sonore
en accompagnement du film. Donc voilà. Ou alors l'autre option, bien sûr, c'était de trouver exactement comme ils faisaient au Japon à l'époque, c'est-à-dire un benchi qui interprète, qui raconte le film, qui lit les sous-titres et qui explique ce qu'on est en train de voir à l'écran, dans la pure tradition japonaise, comme pourrait le dire Nadège. Donc voilà, je vous passe la parole déjà sur un point qui est un point crucial, important, la programmation. Donc déjà sur le Val-de-Marne, la programmation que vous avez mise en place et pourquoi avoir eu envie de proposer Ghost de Tokyo dans le cadre de cette logique de programmation d'école et cinéma et donc pour les élèves du primaire. Alors sur la coordination du Val-de-Marne, et c'est un petit peu une particularité puisque chaque coordination a ses propres manières d'élaborer la programmation. Et donc c'est vrai que sur le Val-de-Marne, on a une façon de faire très collective, très participative, puisque l'idée c'est de vraiment inciter les salles à participer activement au choix de la programmation, à se mobiliser et à s'investir peut-être d'autant plus sur l'accompagnement des films tout au long de l'année. Donc c'est important pour nous de partir des souhaits, des envies des coordinateurs en salle de cinéma, de ce qu'ils ont envie de travailler, de ce qu'ils ont envie de défendre. Et il y a eu plusieurs manières de faire, mais sur ces dernières années, on part d'un tableau en fait qui reprend la liste de toutes les programmations, enfin de tout le catalogue école et cinéma. J'y soustrais bien sûr les programmations qu'on a fait sur les 5 ou 6 dernières années, me semble, au moins 5 années, pour pas être sur pour être comme sur un renouvellement des propositions. Et à partir de là, on sollicite donc le vote des coordinateurs en salle de cinéma. Et ils ont donc la possibilité de voter à la fois pour la programmation cycle 2 et aussi pour la programmation cycle 3, puisque nous, on a 2 programmations vraiment très différenciées. Et ensuite, on part d'une petite liste d'une dizaine de titres qui émergent. L'idée, c'est pas de prendre cette liste telle qu'elle et ensuite d'imposer notre choix au niveau de la coordination. C'est à nouveau de rediscuter ensemble de ces choix. Donc là, il y a une réunion qui est organisée. La première partie du tableau, ça se fait en distanciel. Ensuite, on organise un temps d'échange où tout le monde peut prendre la parole, être pris à partie sur le choix des films, discuter ensemble et se positionner. C'est vrai que la petite shortlist, c'est un point de départ, mais on ne s'est jamais privé de reprendre un film qui avait d'abord été écarté pour vraiment construire une programmation cohérente, pertinente et réfléchie. Mais ça nous permet quand même d'avoir un bon point de départ. Et Ghost de Tokyo faisait donc partie des films qui sont ressortis dans cette shortlist et que plusieurs collègues ont tenu à défendre sur la programmation de cette année. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous expliquer comment nous on fonctionne. Sur cette réunion, il y a toujours un réel souci de diversité de la programmation. Et donc on va effectivement se pencher sur les films de patrimoine. Et puis même, on parle souvent aussi de films des premiers temps du cinéma. C'est quelque chose qu'on aime bien travailler aussi, puisque c'est vrai que sur 20 ans, maintenant, il y a un certain nombre de films qui ont rejoint le catalogue, comme tu le dis, du côté des films patrimoine. Mais on essaye d'avoir une vision d'ensemble, de travailler la diversité des genres cinématographiques, des esthétiques, d'aller, comme ce sont d'ailleurs les recommandations nationales, vers des films mettant en scène des héroïnes, vers des films portés par des réalisatrices aussi. Après on essaye de construire cette programmation donc vraiment collectivement. Tu vas me compléter, Emeline? Je t'écoute. Oui, on l'allume à chaque fois. Pardon. Prends le mien, je t'en prie. Voilà. Alors, je m'appelle Emeline Reverdio, mais comme vous voyez dans le tableau, nous sommes 3 conseillères pédagogiques. Et donc, je représente également mes 2 collègues qui ne sont pas là, qui s'appellent donc Stéphanie Rampal et Christelle Radovanovic. Et on est vraiment, toutes les 3 à chaque fois mobilisées sur ce comité de sélection des films. Et donc, nous menons au moment du débat, qui est parfois animé, une expertise croisée, c'est-à-dire que vous êtes vraiment des professionnels aussi du cinéma. Nous, on mène plutôt une expertise, on va dire, pédagogique, c'est-à-dire on questionne l'accessibilité des films. Alors attention, je ne voudrais pas qu'on confonde accessibilité et simplicité, parce qu'on est bien dans un dispositif d'exigence, mais nous questionnons ce qui peut faire obstacle à l'appropriation des films par un enseignant,
dont on sait qu'un enseignant du premier degré n'est pas un expert disciplinaire du cinéma et que c'est un enseignant polyvalent. Donc on a différents points de regard comme ça. On va avoir le registre de langue, on va avoir l'univers de référence qui peut poser des problèmes parfois, la culture bien sûr, et l'implicite tous ces éléments peuvent faire obstacle à la compréhension. Donc l'idée est de les anticiper pour après les porter en formation, mais on y viendra plus tard. Et puis aussi, ça amène un deuxième point de travail, une fois qu'on a choisi les films diversifiés, c'est l'ordre de ces films dans la programmation. Et donc, on mène un travail du coup de progressivité pour qu'il y ait un premier film, entre guillemets, plus accessible, jusqu'au troisième, qui soit ce qu'on appelle résistant, mais c'est peut-être pas un bon terme, plus exigeant, on va dire. Voilà. Non, après, Moi, je peux peut-être compléter, vous donner l'exemple de la façon dont en Seine-Saint-Denis, ils ont été amenés à choisir Ghost de Tokyo et à construire leur programmation. Voilà, ça apparaît à l'écran. Alors, c'est un petit peu singulier, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est en redécouvrant Ghost de Tokyo qu'ils se sont dit on aimerait travailler sur Ghost de Tokyo. Et Ghost de Tokyo, ils ont vu le film en se disant mais quelle est la thématique qu'on aimerait travailler avec les enseignants, proposer un petit peu avec les salles de cinéma, etc. Et c'est celle que vous voyez à l'écran, à savoir la thématique Un petit monde dans le grand. C'est déjà une lecture de Ghost de Tokyo, c'est-à-dire se dire qu'il y a le petit monde des enfants et qui d'un coup, c'est ce petit monde-là des enfants et la logique de ce monde-là qui va avoir une lecture du monde des adultes et en tout cas questionner le fonctionnement du monde des adultes et avoir à se positionner par rapport à son fonctionnement. Et notamment, il nous précise cette expression « un petit monde dans le grand » est inspirée d'un texte de Walter Benjamin dans lequel il observe la capacité des enfants à utiliser les objets provenant de la construction du jardinage, de la couture ou de la menuiserie. Il indique qu'avec ces objets, les enfants imitent moins les œuvres des adultes qui n'établissent des rapports nouveaux, par sots et bonds, formant ainsi leur propre monde des choses, un petit monde dans le grand, rien que par eux-mêmes. Et donc, c'est en réfléchissant un petit peu à la portée de ce mouvement et un peu émancipateur aussi par rapport à ça, qu'ils ont décidé de proposer donc pour les cycles 3 Ghost de Tokyo et en regard pour les cycles 2 le kit de Chaplin, c'est-à-dire ce petit monde qui devient celui de Charlot avec le kid, qui vivent, qui ont leur propre vie, leur petit monde qui se construit et qui d'un coup va venir se frotter au grand monde et à essayer et à devoir trouver une place par rapport à ce grand monde. Ils identifient ces deux films de patrimoine comme étant les plus résistants. Ils ont donc décidé que ces deux films clôtureraient la programmation et seront abordés au 3e trimestre. Ils ajoutent, en effet, ces deux films réclament des élèves pour qu'ils puissent s'en saisir dans leur forme comme dans leur fond, de se forger un regard de spectateur de plus en plus aiguisé au fil de l'année. Grâce au travail mené autour des films moins complexes mais tout aussi riches présentés au 1er et 2e trimestre, ils arrivent comme ça à proposer et à préparer la découverte de ces deux films de patrimoine. En effet, au 1er trimestre, les films programmés ne présentent pas de grandes difficultés. À savoir, c'est Kériti et le Petit Monde des Contes. C'est ça, ouais, le titre exact, c'est... Non. Kériti et la Maison des Contes. Et pour les cycles 3, donc ceux qui verront Ghost de Tokyo, c'est Sirocco, un film qui a eu
un beau succès dans les salles de cinéma, un film d'animation qui, là aussi, met en place un monde complètement imaginaire et qui vient de rentrer au catalogue et d'ailleurs qui a un très beau succès en termes de programmation et donc qui correspond vraiment, enfin c'est devenu un film labellisé École et Cinéma, quoi. Voilà. Et aussi, voilà, ils ajoutent, il était important pour le comité de programmation de proposer des films d'animation récents, comme c'est le cas notamment sur Sirocco et Le Royaume des courants d'air, qui est un film de 2003 qui entre au catalogue national École et Cinéma. La programmation 25-26 offre une grande variété de formes avec une progression qui va de l'animation récente au documentaire, puisque le deuxième film, qui est un film commun, c'est Microcosmos. Donc là aussi, voilà l'idée du petit monde dans le grand. Et le film de patrimoine au 3e trimestre, et j'ajouterais film de patrimoine, et puisque les 2 autres sont français, et film japonais. Voilà. On peut peut-être enchaîner avec le point suivant, donc, qui est autour du travail que vous avez préparé les affiches. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas précisé le reste de la programmation de notre côté sur le cycle 3, les autres films qui vont résonner avec... J'ai été coupée. Non, je veux peut-être celui-ci. Voilà Donc voilà la petite bande-annonce qu'a préparée Cinéma 93 pour la Seine-Saint-Denis et donc qui accompagne le petit programme. On va reprendre le micro pour l'enregistrement, juste ça va rebasculer au niveau technique. Ça rebasculé. Donc oui, toutes mes excuses, j'avais oublié qu'on avait placé effectivement cette bande-annonce qui permet de découvrir, d'introduire la programmation sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc de notre côté, Ghost de Tokyo va entrer en résonance avec Linda veut du poulet, qui est également un film entrant au catalogue cette année. Un film d'animation français vraiment magnifique, qu'on avait à cœur de défendre. Ghost de Tokyo interviendra au 2e trimestre. Et en toute fin d'année, on découvrira Pai, l'élu d'un peuple nouveau. Donc voilà, pour notre programmation. Et donc maintenant la présentation des affiches. En fait, sur le département du Val-de-Marne, ça fait 4 ans maintenant qu'on produit des outils d'accompagnement pédagogique pour les classes et pour les élèves. L'idée, c'est d'avoir un lien entre un document qui leur est donné en salle de classe, et donc les affiches que vous voyez ici sur le cycle 2 et sur le cycle... Donc sur le cycle 2 à droite et sur le cycle 3 à gauche. Et ensuite, il y a des déclinaisons qui sont distribuées par élève sous forme de petits flyers qui sont à la fois un document informatif pour les parents pour évoquer et présenter le dispositif auquel participent les enfants. C'est quelque chose qui nous semblait vraiment important. Et puis après, ça devient aussi un souvenir personnel pour chaque élève. C'est régulièrement, tu vas le présenter, je pense, Emeline, mais collé dans les... Madame Wilson, dans les cahiers d'activité. Et voilà, ça nous semblait important que chaque élève puisse avoir une trace papier, un souvenir de sa participation. Et ensuite, on a également une déclinaison qui est proposée en salle de cinéma sous forme de carton. D'accord, bon alors c'est une erreur. Là, c'est le format coloriage, l'affiche qui est déclinée en format coloriage pour les enfants également, qui peut pas être imprimé pour des questions budgétaires. Donc là, c'est en autonomie, soit du côté des familles, soit du côté des établissements avec les enseignants, mais qui est en tout cas à disposition au format PDF. Et donc je disais, il y a aussi des cartons qui sont à présenter en salle de cinéma pour accueillir les enfants avec le design de l'affiche qui est repris. L'idée étant de faire le lien entre le petit document personnel, l'affiche qui est dans la salle de classe et le carton d'accueil en salle de cinéma. Chaque année, on travaille avec des artistes sur la réalisation de ces affiches et de ces déclinaisons. Là, c'est la 4e année où on travaille avec des artistes, avec des femmes qui sont graphistes ou illustratrices et qui nous font des propositions à chaque fois vraiment innovantes et je pense appréciées des élèves et aussi des enseignants sur l'année. Le financement se fait via la DRAC, donc Île-de-France, et le CNC, qui sont les financeurs qui donnent les budgets sur la coordination école et cinéma sur notre territoire. Voilà pour l'organisation de ces outils.
Voilà, alors je vais compléter sur l'utilisation des affiches et des flyers dans les classes, parce que donc moi je suis l'inspectrice en charge de la mission EAC pour le département du Val-de-Marne, et c'est vrai que quand on va dans les classes, eh bien on voit souvent les affiches collées au mur dans un espace dédié à l'éducation artistique et culturelle, et voilà, les enseignants qui sont des professionnels de la pédagogie et de la didactique, eh bien, utilisent vraiment ces supports de différentes façons et à différents moments, justement, selon les objectifs qu'ils visent avec leurs élèves. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu plus les différentes utilisations qui sont possibles. Alors, c'est juste une remontée de ce que font les professeurs. C'est pas, voilà. Donc, en fait, finalement, ils vont s'en servir déjà pour faire du lien entre la salle et le travail mené au sein de la classe, parce que là, on voit bien finalement que cette affiche, elle va permettre de jalonner à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace, les allers-retours dans la salle de cinéma, dans la classe. Et voilà, on voit bien aussi la progression, la progressivité qui va être faite tout au long de l'année. L'autre façon de l'utiliser aussi, c'est bien évidemment de faire du lien toute l'année. Donc là, on est sur un niveau temporel entre les différents films. Vraiment, à travers, on peut tisser du lien à travers les différents personnages principaux qu'on voit sur l'affiche, mais aussi peut-être après travailler sur comparer les décors, les objets, etc. Donc cela amène finalement un travail de fil rouge tout au long de l'année, de comparaison, d'esprit critique, de sensibilité personnelle, et aussi ce qu'on cherche à faire avec nos élèves, c'est de travailler l'esprit critique, l'argumentation et l'explicitation. Donc par exemple, explique quel est ton personnage préféré, pourquoi, et bien sûr ça va être de comparer aussi, de faire comparer qu'on peut avoir différents points de vue, d'écouter le point de vue de chacun, et ça c'est quelque chose qui est important à mener dans les classes. L'autre moyen, mais Léa l'a souligné aussi, les flyers et les documents permettent vraiment de faire du lien avec les familles. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que finalement, ça permet, et c'est ça l'objectif, c'est de faire vivre le dispositif hors de la classe, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment développer une habitude finalement pour venir au cinéma, une appétence pour venir au cinéma. Et finalement, pour le parent aussi qui dépose l'enfant à 8h30 à l'école, qui vient le rechercher à 16h30, et bien finalement, le dispositif peut ne pas être très visible. Et ça fait du lien avec le récent rapport qui a été fait sur ma classe au cinéma, qui dit que c'est bien un enjeu de rendre visible aux familles le dispositif pour justement qu'au final, ça incite les élèves, les familles à fréquenter le cinéma de proximité sur du hors-temps scolaire. Donc c'est ce que je disais, finalement on fait le pari que se développe une habitude de fréquentation du cinéma et qui va perdurer au-delà de la scolarité, parce que ma classe au cinéma, ça commence avec maternelle au cinéma, mais ça va jusqu'au lycée. Donc voilà, comme vous l'avez dit aussi, les documents, les flyers ou les coloriages, les affiches, alors pas les affiches, mais les mini-affiches, sont collés, collectés dans le carnet culturel du projet du parcours éducation artistique et culturelle, parfois avec le ticket de cinéma. Et ça permet de garder trace à la fois des films, des œuvres que les élèves ont vues, des lieux aussi culturels fréquentés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout au long de l'année, mais aussi tout au long de la scolarité, parce qu'on essaye aussi que ces carnets
perdurent au moins au niveau du cycle, mais aussi se construisent au fur et à mesure de la scolarité. Ça permet de garder trace des connaissances. Madame Reverdio parlait de langage cinématographique, etc. Ça permet de garder trace de toutes les connaissances qui ont été acquises par les élèves, mais aussi l'objectif, c'est de tisser du lien avec les autres domaines artistiques, et on voit bien que les œuvres résonnent entre elles. Et là, on a eu un magnifique exemple avec justement le musicien qui a accompagné cela. L'objectif, c'est vraiment aussi de tisser des liens avec la musique, la littérature, le théâtre, etc. Donc voilà pourquoi les supports sont vraiment plébiscités par les enseignants, sont aussi pleinement utilisés. Je tiens justement à remercier ici les partenaires pour avoir pensé justement ces affiches et puis ces flyers. Et je peux en profiter pour passer la parole à Nadège. C'est vrai que cette mise en réseau et de faire des ricochets aussi vers des autres œuvres, etc. C'est aussi cette pédagogie qui nous intéresse dans École et Cinéma, et notamment ce qu'on développe autour de la plateforme Nanook et des ressources qui sont produites au niveau national. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot. Et puis, Bien sûr. Est-ce que ça... Oui, ça fonctionne. Bonjour, alors moi je suis Nadège, je travaille à l'Archipel des Lucioles avec Olivier. Je suis responsable des ressources et de l'édition. Donc toutes les ressources qui vont accompagner les films des catalogues Maternelle au cinéma et École et Cinéma. Et effectivement, donc on a notamment toutes les ressources qui accompagnent ces deux dispositifs maintenant, et depuis cette année pour Maternelle, sont hébergées sur une plateforme en ligne qui s'appelle Nanook. Et donc sur lequel on va retrouver beaucoup d'informations à la fois sur le cinéaste, sur le film, une analyse de séquence, un point de vue d'un auteur ou d'une autrice sur le film qui a un point de vue vraiment très personnel et qui vraiment a vocation à nourrir le point de vue de l'enseignant. Et je dirais même le point de vue de la personne qui est l'enseignant. C'est-à-dire avec ce point de vue, on s'adresse vraiment à lui en tant que spectateur plus qu'en tant qu'enseignant, dans un premier temps, et il y a d'autres rubriques qui, là, s'adressent à lui vraiment en tant que pédagogue, je dirais. Donc, il y a à la fois notamment des promenades pédagogiques qui vont permettre de développer certains motifs du film. Et surtout, en fait, Nanook s'appuie sur ce qu'on appelle la pédagogie de l'extrait. Donc, il y a un certain nombre d'extraits par film disponibles. Et l'idée, il y a ce qu'on appelle l'étoilement. L'idée, en fait, c'est de mettre en regard différents extraits de films et de faire en fait émerger des motifs de ces extraits, d'amener les élèves à faire un travail d'analyse à partir de la comparaison de différents extraits, mais d'extraits de différents films. Qui vont permettre, par exemple, de faire ressortir des motifs de mise en scène et de voir comment les cinéastes s'emparent de ce motif-là dans leur film. Donc c'est aussi l'idée autour de Ghost de Tokyo de travailler. Donc il y a effectivement les affiches que vous produisez vous, plus les affiches des films édités par les distributeurs, qui sont des outils très intéressants pour travailler le film, notamment en amont aussi de la projection, pour préparer les élèves à la projection. Mais les extraits sont aussi un support très intéressant pour ça. Pour travailler les films en classe, revenir sur certains passages du film et travailler différents, que ce soit un aspect plus thématique, le sujet du film, ou un aspect plus cinématographique, c'est-à-dire comment le film est mis en scène, les partis pris de mise en scène, et pour d'autres films, les partis pris de création sonore aussi. Ce qui est évidemment moins le cas pour Ghost de Tokyo, même si dans le nouvel accompagnement musical du film, il y a quand même un bruitage, parce que vous avez sans doute remarqué ces trains qui passent pendant tout le film, qui sont un motif aussi récurrent et important du film, et qui dans la nouvelle version est accompagné à chaque fois d'un petit bruitage de train. Donc je suis sûre que les élèves sauront le remarquer aussi. Donc ce sera intéressant de travailler ça aussi, de les interroger sur pourquoi ces trains, déjà, qui passent dans le film tout le temps en arrière-plan, et pourquoi cet unique bruitage dans le film.
c'est vrai que si on se rappelle, ça rythme un peu les différents chapitres du film. Donc c'est peut-être une clé de compréhension de la construction du scénario et de l'histoire elle-même. Tout à fait, mais je vous propose de passer sur la formation. Là, on va être un peu pressé par le temps après pour libérer la salle. Donc, sur la formation, c'est pareil, chaque coordination a bien sûr sa manière de procéder, de mettre les choses en place. Nous, depuis 3 ans maintenant, les formations sont obligatoires pour valider l'inscription des enseignants qui participent avec nous donc au dispositif École et Cinéma. Et dans ce cadre-là, il était vraiment important pour nous de proposer plusieurs formations et d'en proposer sur l'ensemble du territoire, l'ensemble du département et aussi à différentes dates pour proposer un émaillage sur le territoire et différentes possibilités pour les enseignants de pouvoir se déplacer et se rendre à ces formations. On a la formation donc, sur Ghost de Tokyo qui sera justement animée par Nadège très prochainement maintenant puisque la date arrive vite. On sera donc dans une des salles du département, une salle importante du département, à Ragon-Triolet à Orly. Non, pardon, mes excuses, on sera ici, au Cinéma du Palais. Non, c'est la semaine prochaine pour un autre film à Ragon-Triolet. On est en plein dans l'organisation des formations, donc on sera ici même pour la formation sur Ghost de Tokyo avec 3 heures, donc la projection du film et ensuite un temps conséquent d'accompagnement de ta part et de questions-réponses aussi avec les enseignants, c'est important de le souligner. Je vous ai mis une petite carte normalement juste après pour vous rendre compte des différentes dates de l'émaillage sur le département. Et après, sur ces présentations-là, donc, qui sont animées par des experts en cinéma, on va en avoir 2. Donc avec toi sur Ghost de Tokyo au Cinéma du Palais, et la seconde sur le cycle 2 est animée par Marielle Bernaudot, et ça sera sur Giboureau, et donc à Orly, la semaine prochaine, si mon carton veut bien passer. Alors moi je voudrais juste rajouter qu'on a une volonté affirmée sur le département de proposer ces formations à l'ensemble des enseignants qui participent au dispositif. Et c'est vrai que c'est une grosse machine parce que ce sont des formations qui pour la plupart sont incluses dans le plan de formation des enseignants. Qui conditionnent l'accès au dispositif, c'est-à-dire que tous les enseignants qui participent au dispositif participent à la formation. Voilà. Et par rapport à cette exigence que nous avons à l'égard des enseignants, nous avons aussi une exigence à l'égard des propositions que nous leur faisons. Et donc, il y a des formations, vous l'avez vu, centrales sur le département, prises en charge par Nadège pour, on l'a vu, cycle 3, Ghost de Tokyo, et cycle 2, Orly. Donc, ce sont 2 points assez centraux qui peuvent accueillir beaucoup de monde. Et ensuite, il y a le déploiement des 3 conseillères pédagogiques sur tous les autres points du département, sur plusieurs autres points du département, mais qui vont proposer là des formations beaucoup plus complémentaires. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des professionnels du cinéma, nous sommes des didacticiennes avec une valence en art plastique et en cinéma, bien sûr. Et nous avons identifié des besoins des enseignants, puisque les enseignants qui sont nos collègues ne sont pas des experts disciplinaires, et des besoins autour du langage cinématographique et aussi de construire une séquence d'enseignement pour s'approprier eux-mêmes un film et surtout pour l'enseigner à leurs élèves. Et donc, par rapport à Nadège qui va intervenir, nous proposons, les 3 conseillères, des formations vraiment, je dirais, clés en main, un peu pour un enseignant peut-être même ciblé plus débutant sur le dispositif. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant, concrètement? Qu'est-ce qu'on fait après? Et on s'appuie, c'est là qu'on s'appuie sur tous les documents de Nanook. Et en fait, on prend appui complètement sur Nanook, on cite Nanook, on montre Nanook, mais on fait un travail supplémentaire avec ces enseignants qui débutent. Comment on lit une affiche, comment on lit une image, le vocabulaire cinématographique de base, et après, le plan d'une séquence avant, pendant, après. Voilà. C'est vrai, là où... en comparaison, là où les 2 formations avec les professionnels du cinéma ont davantage pour objectif de nourrir les enseignants
en tant que personne, comme tu disais pour Nanook, de parler du contexte cinématographique de l'œuvre et de s'appuyer sur vraiment des extraits, de l'analyse cinématographique à partir d'extraits. Donc c'est vraiment, on peut dire, un petit peu plus poussé dans l'accompagnement pour des enseignants qui ont peut-être déjà l'habitude de travailler sur le dispositif, qui ont peut-être des connaissances déjà solides sur du vocabulaire cinématographique et qui ont envie d'approfondir un peu ces notions-là. Ça va être très court pour la suite, je suis navrée, on m'a déjà fait le petit signe qu'il faut bientôt libérer la salle, donc on va enchaîner. Eh bien, tout simplement pour enchaîner, peut-être Nadège, si tu peux nous dire un peu 2 mots sur la formation, et puis aussi, un peu en conclusion, aussi une ouverture qu'on souhaitait donner à cette opportunité de retour de Ghost de Tokyo dans le catalogue par rapport à des contacts qu'on a eus. J'en profite juste pour dire que M. Édouard Geffray, dans son rapport, appelait à une mutualisation au niveau territorial, et le fait que tu fasses les 2 formations dans les 2 départements qui passent Ghost de Tokyo, sans le savoir, on a répondu à la commande. Alors, sur la formation, je pense que vous avez dit déjà beaucoup de choses. Peut-être juste que rajouter que l'idée, c'est aussi peut-être de donner... Alors, c'est peut-être ma position aussi, qui est entre expert du cinéma et de la pédagogie du cinéma, de donner aussi des pistes, mais qui sont vraiment liées au film. Là où je pense que les formations transversales sont plus générales sur le cinéma. Mais là, il y aura quand même des idées, des pistes pédagogiques, vraiment, de choses à faire avec les élèves autour de ce film-là. Et donc, si j'anime, parce que normalement, j'ai pas vraiment vocation à animer des formations en tant que responsable des ressources et de l'édition à l'Archipel des Lucioles, parce que, évidemment, ça pourrait créer un précédent. Et je ne pourrais pas animer de formation sur les 190 départements du territoire. Mais là, il y avait une raison quand même bien précise. En fait, pour le faire très rapidement, l'année dernière, j'ai été invitée au Japon par un réseau de salles de cinéma pour animer une conférence sur l'éducation au cinéma en France. Voilà, ils sont très, j'allais presque dire jaloux, en tout cas, très admiratifs, voilà, du travail qui est mené en France depuis déjà de longues années, depuis un peu plus de 30 ans. Et donc, ils aimeraient pouvoir développer ça aussi. Donc voilà, donc je suis intervenue pour un peu expliquer quel était tout ce qu'on menait en France, un peu l'historique de l'éducation au cinéma en France. Mais j'y suis allée aussi en me disant que ce serait bien que ce voyage puisse être prolongé, donner lieu après aussi à des échanges peut-être entre la France et le Japon. Et Ghost de Tokyo a réintégré le catalogue pile à ce moment-là. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire ça. Donc j'ai impulsé un projet qui pour le moment est en train de se construire. Donc ça va être difficile de vous donner vraiment beaucoup de détails sur le projet. Mais l'idée, c'est de proposer une correspondance filmée entre des enfants à Tokyo, un groupe d'enfants à Tokyo et des classes, et une classe sur le Val-de-Marne, une classe sur la Seine-Saint-Denis. Et voilà, qui puissent échanger autour de Ghost de Tokyo. Donc pour les enfants côté français, avec cette ouverture culturelle sur qu'est-ce que c'est qu'être un enfant à Tokyo, et pour les enfants côté Japon, qu'est-ce que c'est qu'être un enfant à Tokyo en 2025. Évidemment, c'est très différent de ce qu'on peut voir dans le film, en sachant que le film se passe dans la banlieue de Tokyo, donc dans les années 30, et que, évidemment, ça ne ressemble plus du tout à ça. Il n'y a plus de terrain vague, plus de friches, tout ça. Et voilà, en tout cas pour les enfants, aujourd'hui en 2025, même à Tokyo, je pense qu'il doit y avoir un côté vraiment tout aussi découvert. Et je trouvais aussi intéressant justement que le film soit programmé dans 2 départements de la banlieue parisienne, ce qui faisait aussi un écho au lieu du film, là où se déroule le film, et qui en fait est pour moi a une place très très importante aussi dans le récit, dans le film, toute la construction, tout le travail sur la construction des lieux, tous ces déplacements aussi. Et d'ailleurs le 93 travaille avec une artiste plasticienne pour essayer de créer un plan du film, des lieux du film, pour essayer de s'y retrouver, où est l'école, la maison du patron, leur maison, le terrain vague. Donc tout ça, c'est des points, des sujets sur lesquels on va essayer de travailler d'un côté et de l'autre. Aujourd'hui, la technique, on peut très facilement filmer, même avec un téléphone portable. Ça ne nécessite pas forcément du matériel très lourd pour réussir à communiquer entre la France et le Japon.
Donc voilà, donc je travaille à la construction de ce projet avec. Alors c'est assez difficile côté japonais parce qu'ils ont très peu de financement pour ce type de projet. Donc on travaille à essayer de trouver justement les financements de leur côté. Et surtout, ils n'ont pas cette culture du cinéma à l'école, exactement, et même du cinéma jeune public, ce qui est assez étonnant parce que c'est quand même une grande nation de cinéma et qui produit, c'est quand même le studio Ghibli, pour ne citer que lui. Et en fait, ils n'ont pas du tout cette culture-là. Donc amener les enfants au cinéma, c'est un vrai enjeu là-bas. Donc voilà, donc tout ce projet a un peu tous ces objectifs-là aussi, de les aider à essayer de développer quelque chose. Mais ce ne sera probablement pas avec une classe, mais peut-être un groupe d'enfants hors temps scolaire, je dirais, qui viendraient d'enfants volontaires, qui auraient envie de participer au projet, mais avec une structure intervenante, une structure justement peut-être une des rares structures d'éducation au cinéma là-bas. Voilà. Merci à tous, je suis navrée, on va devoir couper maintenant. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et pour votre participation à cette belle après-midi. Et l'enregistrement sera disponible assez prochainement. Je vais vous le transmettre à l'archipel pour qu'il y ait une continuité, qu'on puisse faire vivre cet échange aussi et le partager au plus grand nombre. Voilà, et puis que peut-être ça donne des idées à d'autres aussi de ce petit format un peu audio où on peut partager des choses et faire circuler une parole importante, oui, tout à fait. Et souvent invisible. Merci à tous, à toutes, merci. Merci beaucoup.